Bonjour, professeur Benartida, docteur Ould Ammar du CHU de Bab el Oued, service de chirurgie urologique. Merci, nous sommes à notre deuxième collaboration et désolé pour tout ce retard, que ce soit pour vous ou pour les participants. Allez-y, commencez. Bonjour tout le monde. C'est ça les aléas de la technologie. Commençons aujourd'hui, on va traiter un petit peu la thérapeutique du cancer de prostate, qu'on sache un petit peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, qu'est-ce qu'on ne peut pas, et quelles sont les évolutions, les évolutions de différents traitements, que ce soit dans le cancer de prostate localisé ou localement avancé, ou bien dans le métastatique. C'est très important. Il y a beaucoup de molécules innovantes et j'espère que nous aurons la chance de les avoir en Algérie concernant le cancer métastatique. Donc, la première présentation, la présentation d'aujourd'hui sera scindée en deux. La première, c'est un cas clinique qu'on va avoir avec le docteur Ould Ammar. Il va nous parler un petit peu de toute la thérapeutique. Et le deuxième thème, ce sera les traitements du cancer de la prostate, actualité et recommandations que je vais vous présenter après la communication d'Ould Ammar. Ould Ammar, bonjour et à toi la parole. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de formation sur l'actualité du cancer, le traitement du cancer de la prostate. La première partie, c'est un cas clinique sur le cancer de la prostate au stade localisé qui représente un petit peu le quotidien de notre activité et le quotidien de notre spécialité. Donc, on commence. C'est un patient âgé de 63 ans, enseignant de profession, hypertendu sous traitement. Les antécédents familiaux de son père et son frère sont décédés d'un cancer de la prostate qui représente un petit peu un facteur de risque de cette pathologie. Il se fait dépister en consultation d'urologie depuis 4 ans. Au dernier contrôle, il présente un taux du PSA à 8,5 avec un rapport suspect à 10%. On a fait chez lui un toucher rectal. La prostate est souple, augmentée de volume, pas de troubles mixtionnels majeurs, IPSS à 10, il n'a pas de troubles sexuels, il est toujours sous alpha bloquant. L'échographie chez lui a été réalisée, une prostate de 70 grammes sans RPM. Le malade, bien sûr, très inquiet par rapport à son élévation du taux du PSA. Que sera votre conduite à tenir? Est-ce qu'il faut refaire un autre taux du PSA ou un ECBU ou une IRM de la prostate ou carrément une échographie endorectale? La bonne réponse, c'est premièrement refaire un autre taux du PSA et une IRM, demander une IRM de la prostate. On va voir pourquoi. Le dépistage du cancer de la prostate, il se base sur un toucher rectal, un bon toucher rectal et un nouveau taux du PSA. Pourquoi parfois on demande le CBU? Parce que toute inflammation ou une infection peut entraîner une augmentation du taux du PSA. Ce n'est pas le cas chez notre patient parce qu'il n'a pas de symptomatologie d'une infection urinaire ni brûlure mixtionnelle. L'échographie, pas de place dans le diagnostic du cancer de la prostate. L'IRM de la prostate, par contre, elle est recommandée avant d'effectuer des biopsies prostatiques. Cela permet d'augmenter le taux de détection, surtout des cancers cliniquement significatifs. Malgré ça, une IRM normale, devant une suspicion de cancer de la prostate, doit être faite. Anciennement, l'IRM a été utilisé comme un outil de stratification loco-régionale dans le bilan d'extension et actuellement, selon les recommandations 2020-2022, la place de l'IRM a évolué et elle rentre actuellement dans la stratégie de la biopsie prostatique. La place, l'IRM permet de cerner la présence ou non d'une cible afin de réaliser des biopsies ciblées associées à des biopsies systématisées. Plusieurs études ont montré l'efficacité, donc l'importance de l'IRM avant la biopsie. On a la première étude, l'MRA-FIRST, a montré que la réalisation de la biopsie ciblée permet l'amélioration, la rentabilité des biopsies, à condition que doit être réalisée en complément de biopsie systématisée. Deux autres études, l'étude précision donc, a permis aussi de valider l'IRM en première intention et la réalisation de biopsies ciblées à partir d'une IRM qui est considérée comme positive à partir d'un PIRATS 3. Une IRM, donc un schéma qui représente un petit peu une IRM normale. Donc, on a la zone périphérique postérieure, donc la flèche blanche, et la zone de transition qui est antérieure, c'est la flèche noire qui est plus hétérogène. Le siège de prédilection du cancer de la prostate, c'est la zone postérieure.
Le cancer de la prostate, on le voit bien, la flèche blanche. Donc, c'est une zone hypocéniale sur les T2 et qui rend facilement détectable dans les zones périphériques. D'autres paramètres, c'est des paramètres fonctionnels. Les paramètres fonctionnels, deux éléments, c'est la diffusion et l'apparente diffusion de coefficients qui vont rentrer aussi dans le diagnostic du cancer de la prostate sur le plan IRM. C'est quoi le PIRADS? Le PIRADS, c'est son but est de standardiser un petit peu et de diminuer la variation technique et l'interprétation des rapports des IRM de la prostate. Le score PIRADS, on a 5 scores. Le score 1, c'est un très faible risque. Le score 2, c'est un faible risque. Le score 4 est le risque élevé. Et le score 5, c'est un risque très élevé. La différence entre le score 4 et le score 5, c'est la taille de la lésion. Inférieure à 15 mm est considérée comme un PIRADS 4 et supérieur à 15 mm est considéré comme un PIRADS 5. L'IRM est positif si on a un score de PIRADS supérieur à 3. Donc, selon les recommandations, l'IRM ne doit pas être utilisé comme un minimum de dépistage, mais l'IRM rentre dans la stratégie de la biopsie prostatique. On fait une IRM de la prostate donc l'IRM de la prostate est considéré comme positif si on a un PIRADS supérieur à 3. Donc, on doit faire des biopsies systématiques, c'est-à-dire 12 biopsies, et on associe une biopsie ciblée de cette lésion. Malgré ça, une IRM est considérée comme négative, c'est-à-dire c'est un PIRADS inférieur ou égal à 2, et devant une suspicion clinique ou biologique d'un cancer de la prostate, il faut faire des biopsies de la prostate. Donc, une IRM négative n'exclut pas un cancer de la prostate. Avant une première série de biopsies, les biopsies guidées par l'IRM augmentent la détection, surtout des cancers cliniquement significatifs. Avant de faire une deuxième série de biopsies, les biopsies guidées par l'IRM augmentent de façon significative le taux de détection de ces cancers. On revient chez notre patient. Donc, les caractéristiques de ce cancer. Un nouveau taux du PSA a été demandé, revenu à 8,5 avec toujours un rapport suspect à 10%. On a fait un autre toucher rectal, la prostate est toujours souple. On a réalisé chez lui une IRM de la prostate, une plage triangulaire à base périphérique latéralisée à gauche qui mesure 10 mm, donc c'est un PIRADS 4. Comment on classe ce malade sur le plan IRM et sur le plan clinique? C'est un T2A 10 MX. On a réalisé chez lui une biopsie prostatique après une préparation, des antibiotiques, un lavement rectal et on a trouvé qu'il y a 4 carottes positives, un adénocarcinome de la prostate avec un score de Gleason inférieur à 6. Comment on classe ce patient? C'est très important de classer ce patient parce qu'il c'est-à-dire la prise en charge sera basée sur la classification de ce patient. Donc, c'est un cancer de la prostate localisé à faible risque. Faible risque, pourquoi? Parce qu'il y a trois niveaux de risque. Donc, le premier, c'est le faible risque avec un taux du PSA inférieur à 10, un Gleason inférieur à 7 ou un stade clinique, un T1 ou un T2A. Le risque intermédiaire, le taux du PSA est entre 10 et 20 avec un score de Gleason à 7 et un T2B clinique. Le haut risque, c'est le PSA est supérieur à 20, un Gleason inférieur à 7 et un T2C toujours clinique. Donc, chez notre patient, le PSA est à 8, le score de Gleason à 6, c'est un T2A, donc c'est considéré comme un faible risque. Qu'est-ce qu'on va envisager chez lui sur le plan thérapeutique? Est-ce que c'est une prostatectomie radicale avec ou sans curage ganglionnaire? Est-ce qu'on réalise chez lui une radiothérapie? Est-ce qu'on peut faire chez lui une curéthérapie ou on peut proposer chez lui une surveillance active? La bonne réponse, c'est la prostatectomie radicale, plus ou moins un curage ganglionnaire, et on va voir pourquoi. Et en deuxième intention, c'est la radiothérapie. Pourquoi on ne fait pas la radiothérapie? Là, c'est un problème de volume de la prostate qui est à 70 cc, supérieur à 50 cc, avec une symptomatologie urinaire. La surveillance active n'a pas de place parce qu'il y a plus de 2 carottes positives et les critères d'inclusion dans la surveillance active, c'est un PSA inférieur à 10, un Gleason à 6 et maximum 2 biopsies positives avec un envahissement de moins de 50% des carottes. On explique à notre patient qu'on doit réaliser chez lui une prostatectomie avec explication de risque d'incontinence urinaire et les troubles de l'érection.
On a réalisé chez lui une prostatectomie radicale, c'est-à-dire on a enlevé la prostate, les vésicules séminales et les déférents, et on a réalisé une anastomose vésico-urétrale. Voilà la pièce de la prostatectomie. En ce qui concerne les recommandations de curage ganglionnaire, premièrement, le curage ganglionnaire n'est pas indiqué dans le faible risque. Chez notre patient, c'est le cas. Et réalisé chez le groupe intermédiaire lorsque le risque est supérieur à 5%. Et le curage ganglionnaire étendu doit être réalisé dans le groupe à haut risque. Il y a quelques normogrammes qui donnent les meilleures informations sur le bilan d'extension. Surtout ganglionnaire, on a les tables de Partin, les tables d'Osterling et les tables de Briganti. L'utilisation du normogramme de Briganti pourrait permettre d'éviter près de 60% de curage, donc c'est-à-dire on va éviter un curage qui sera négatif, donc sans majorer le risque de méconnaître un envahissement ganglionnaire dans 95% des cas. Voilà, c'est une planche qui résume un petit peu la modalité de réaliser le normogramme. Chez notre patient, après la prostatectomie radicale, l'étude ANAPAD retrouve ce qui suit. Donc, un petit de A et malheureusement un R1 avec un glisone A7. Que faire? Est-ce qu'une abstention surveillance par le PSA? Est-ce qu'une radiothérapie adjuvante ou une radiothérapie de rattrapage? Ou carrément associer une hormonothérapie à une radiothérapie? D'abord, il faut définir c'est quoi une marge positive. La marge positive est définie par l'existence des cellules tumorales qui arrivent directement en contact de la limite d'exération chirurgicale ancrée. Donc, c'est le rôle de l'anatomopathologiste. Très important à mentionner dans le compte rendu de l'ANAPAD, c'est est-ce que la marge positive est intraprostatique, est-ce qu'elle est extraprostatique, c'est-à-dire c'est un T3-R1, et mesurer les dimensions de la marge positive et la localisation. Après la prostatectomie radicale, la récidive biologique peut survenir dans 15% des cas après 15 ans. Et depuis l'apparition des dissections des bandelettes neurovasculaires, pour améliorer les résultats fonctionnels après la prostatectomie, l'incidence des marges positives après une prostatectomie a augmenté de 15% jusqu'à 30% des cas. Des facteurs plus spécifiques de la récidive biologique en cas de métastase, en cas de marge positive, ont été identifiés, par exemple, le nombre de ces marges positives, leur emplacement qui est très important, la longueur de la marge et surtout le score de Gleason dans ces marges. La fréquence des marges positives, après une prostatectomie, plusieurs études ont montré que la fréquence varie entre 7 et 26%. Dans la plus grande série de Foch, donc 301 prostatectomies, ils ont trouvé une marge positive jusqu'à 12% des cas. Généralement, le siège de prédilection de ces marges positives, en premier lieu, c'est au niveau de l'apex, et en deuxième intention, c'est la partie postérolatérale, là où il y a les bandelettes vasculonerveuses. Le nombre de ces marges positives est un facteur délétère sur la récidive biologique. Une marge positive multiple est plus délétère qu'une seule marge positive, parce que la récidive biologique à 5 ans, et lorsqu'il y a des marges positives multiples à 77%, par contre, lorsqu'il y a une seule marge positive, c'est à 68%. Donc, il y a quand même une incidence importante quand il y a un nombre élevé de ces marges positives. Aussi, la valeur pronostique de l'étendue de ces marges positives a été démontrée. Donc, lorsque la marge positive est supérieure à 3 mm, c'est un facteur de pronostic, c'est un facteur de mauvais pronostic de récidive biologique. Le score de Gleason sur la marge positive, donc le patient avec un score de Gleason de plus de 7, est susceptible de récidiver dans 70% des cas au lieu de 36% des cas lorsque le Gleason est inférieur à 7. Malgré ça, pas de recommandation de la conférence de consensus international de la Société d'urologie sur cette entité. La marge positive, est-ce qu'elle est en intraprostatique ou en extraprostatique? C'est en cas de marge positive, donc surtout dans le risque de marge positive est majoré en cas d'un cancer de la prostate à haut risque, c'est-à-dire lorsqu'il y a le volume tumoral est important, lorsqu'une extension extracapsulaire, lorsqu'il y a des marges positives, le Gleason est supérieur à 4, lorsqu'il y a une atteinte de la vésicule séminale ou carrément des adénopathies positives, donc il y a un risque important de récidive biologique. Comment éviter ces marges positives? D'abord, il faut faire une bonne IRM pour permettre de localiser et d'évaluer les rapports de la tumeur par rapport à la capsule et son extension à la graisse périprostatique.
Donc, l'IRM permet d'adapter le geste chirurgical afin de préserver ou non les bandelettes vasculo-nerveuses. C'est-à-dire, parfois, on préserve les bandelettes vasculo-nerveuses au dépend d'un pronostic carcinologique. La technique chirurgicale, il faut l'améliorer aussi pour éviter ces marches positives. Donc, le risque de la marche positive est corrélé au stade, donc le stade clinique du cancer de la prostate, l'agressivité du cancer, surtout le glissome, la technique opératoire et surtout l'expérience du chirurgien. Les deux temps opératoires les plus déterminants pour éviter ces marches positives, c'est la dissection apicale qui doit être faite d'une manière minutieuse et la dissection postériolatérale en cas de préservation des bandelettes vasculo-nerveuses. En ce qui concerne la voie d'abord chirurgicale, donc l'incidence la plus importante de ces marches positives a été vue dans la voie rétropubienne, un peu moins dans la voie laparoscopique et moins dans la voie robotique. Malgré ça, l'impact de la voie d'abord est controversé dans ces marches positives. Comment aussi éviter ces marches positives? C'est d'améliorer la technicité chirurgicale, c'est-à-dire au niveau apical, il faut bien disséquer, élargir donc, au tissu mou, ce qui permet une meilleure mobilisation de l'urètre membraneux. La dissection trop au ras de l'apex prostatique dans le but de préserver la fonction urinaire, parfois engendre un risque accru de ces marches positives. La préservation du col, par contre, n'augmente pas le risque de ces marches positives. Comment aussi éviter ces marches positives? C'est une bonne dissection des bandelettes vasculo-nerveuses et le type de la dissection doit être adapté aux caractéristiques de la tumeur. Donc, il faut suivre les recommandations. Il faut faire aussi la préservation dans les faibles risques d'amicaux et parfois, donc, il faut faire un seul côté de dissection et laisser l'autre côté. Il est préférable aussi de réserver la dissection intrafaciale aux tumeurs de faible risque. Donc, il ne faut pas faire une préservation des bandelettes dans le haut risque ou l'inter-3 à l'IRM. L'analyse extemporanée de la zone d'insertion des bandelettes vasculo-nerveuses, c'est un élément très, très important parce que la zone d'insertion des bandelettes neurovasculaires, c'est la deuxième zone de prédilection de ces marches positives. L'analyse extemporanée de cette zone a permis de réduire le taux de marche positive de 27% des cas à jusqu'à 14,3%. Donc c'est pratiquement la moitié. On revient chez notre patient. Est-ce qu'on doit réaliser une radiothérapie adjuvante ou une radiothérapie de rattrapage? Est-ce qu'il faut associer une hormonothérapie à la radiothérapie ou non? La surveillance paraît raisonnable pour les tumeurs PT2. C'est le cas de notre patient, avec un faible risque ou un risque intermédiaire lorsqu'il y a une marge positive unifocale, c'est-à-dire unique, et la taille est inférieure à 4 mm. Pourquoi cette entité? Parce que donc, seuls 50% des patients avec des marges positives présenteront une récidive biologique à 10 ans. Donc 50% ils n'auront pas de récidive biologique à 10 ans. Les patients qu'on a traités avec une radiothérapie adjuvante avec un risque de surtraitement de 50% des cas. Donc, dans 50% des cas, l'utilisation de la radiothérapie adjuvante était inutile. Les recommandations de l'association européenne d'urologie préconisent que la radiothérapie doit être systématique dans le cadre adjuvante, dans le cadre d'un PT3 R1. Il y a une extension extra-prostatique avec une marche positive. Une autre étude donc, qui a donné une réponse sur le bénéfice de l'irradiation adjuvante et qui a montré que 39% des patients étaient classés de stade PT2 R1. Il y avait un bénéfice de cette irradiation adjuvante. L'irradiation adjuvante selon les recommandations dans le stade T2 R1 serait particulièrement justifiée en cas de score supérieur à 7, c'est-à-dire un Gleason à 8 ou plus. Faut-il associer à une radiothérapie à la radiothérapie? Là, une autre étude, c'est RTOG 8531. 139 patients, donc la mise en route immédiate de l'hormonothérapie par rapport à son instauration à la rechute, donc a montré aussi un avantage. Une autre étude, c'est l'étude GETUC à vue 16, a évalué l'intérêt d'associer une hormonothérapie courte, c'est-à-dire 2 injections en 6 mois, 3 mois d'intervalle, et qui a montré que la survie sans métastase avec un bénéfice de 25%, des cas sans bénéfice sur la survie générale. En conclusion, le statut d'image chirurgicale est l'un des facteurs majeurs de la récidive biologique, et c'est le quotidien dans notre activité. La place de l'IRM est très importante qui va orienter la technique chirurgicale. Comment
faire la préservation? Est-ce qu'on préserve le col? Est-ce qu'on fait une dissection? Est-ce qu'on fait une section afin de diminuer le taux de ces marges positives? L'amélioration surtout de la sélection et la détection de ces cancers de la prostate en préopératoire. L'expérience du chirurgien, dont il va vous parler après le professeur Benadila, l'expérience du chirurgien et la courbe d'apprentissage est très importante pour éviter ce problème. La prostatectomie sur les cancers au risque impose une exirège large et complexe, c'est-à-dire au prix de la fonction érectile et la fonction l'incontinence urinaire. L'influence du site et de l'étendue des marges positives est un élément très important en post-opératoire. Les patients avec un score de Gleason plus de 7 au niveau de ces marges positives étaient considérés comme les plus susceptibles de récidiver. 70% des cas, c'est un chiffre qui est quand même important. La radiothérapie adjuvante à une dose de 66 sur les cancers de la prostate R1 apporte un bénéfice sur la survie au prix d'un surtraitement et la radiothérapie de rattrapage doit être effectuée précocement. C'est le PSA, donc le PSA additionnel est supérieur à 0,2 nanogrammes par millilitre, sans dépasser 1, voire 0,5 dans les dernières recommandations. Et surtout, c'est l'RCP. Donc, il faut une prise en charge concertée, donc c'est dans les RCP. Merci pour votre attention. Merci, docteur Dammar, pour cette excellente présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, s'il vous plaît, avant d'entamer la deuxième partie de notre réunion aujourd'hui. Donc, juste pour rappeler des choses, dans la question qu'a présentée Dr. Dammar, que le dépistage est très important chez ce patient, vu le papa qui a présenté un cancer de prostate et le frère aussi a présenté un cancer de prostate. Donc, dans la pratique quotidienne, c'est des patients qu'on surveille à partir de 45 ans. Ce n'est pas comme d'habitude, on ne les laisse pas à 50 ans. À partir de 50 ans, le dépistage commence à 45 ans parce que c'est une famille quand même qui a des prédispositions à faire un cancer de prostate, notamment chez ce patient où le papa a fait un cancer de prostate et le frère aussi. L'examen clinique, il faut le faire. Hein. Parfois, même si le PSA est normal, parfois on tombe sur des nodules prostatiques. Donc, il faut faire le toucher rectal qui est très, très important. Le PSA, comme vous l'avez bien précisé, Dr. Dammar, mais quand il est élevé, parfois, il s'agit des prostatites. Donc, parfois, on met un traitement antibiotique pour donner un peu de temps aux patients de se faire traiter, surtout s'il y a des signes d'irritation, comme probablement une infection urinaire ou bien des signes de prostatite. S'il reste élevé, là, le patient, bien sûr, après avoir examiné le patient, une IRM sera demandée actuellement et après, on le verra, c'est le premier examen à demander. Avant, dès que le PSA est élevé, on partait directement pour la biopsie prostatique. Maintenant, on fait l'IRM avant. Premièrement, elle va nous aider à cibler un petit peu le nodule prostatique. Deuxièmement, et de faire la première évaluation de bilan d'extension locale de cette prostate. Est-il d'une effraction? Il y a une effraction capsulaire, c'est-à-dire qu'on est dans le localement avancé, ou bien la tumeur, elle est toujours dans la prostate, etc. L'autre examen que les gens ont tendance à demander, c'est l'échographie. L'échographie, elle ne sert à rien, ni sur le plan dans le bilan de diagnostic, ni dans le bilan d'extension. Et la seule échographie, elle permet de connaître un petit peu le volume prostatique, comment il est, la prostate elle est grosse, elle n'est pas grosse, elle a une hypertrophie prostatique ou non.
Et autre chose, elle nous aide à évaluer un petit peu le retentissement de cette hypertrophie, de cette hypertrophie prostatique sur le haut appareil, les reins, comment ils sont. Donc, l'échographie, c'est une échographie endorectale qui nous permet de faire pardon, qui nous permet de faire des biopsies prostatiques. Les biopsies, c'est 12 biopsies selon les recommandations internationales. On ne fait pas 6 et 7, etc. Sauf dans certains cas où la première série de biopsies était négative. Là, parfois, on augmente le nombre de biopsies, on prend plus de 12 biopsies, à savoir 3 à droite, plutôt 6 à droite et 6 à gauche. Généralement, si on refait la biopsie, on rebiopsie le patient, là on passe à 18, 24, ça dépend aussi de l'état prostatique. Je parle de l'état sur le plan imagique. Le traitement, ça sera des prostatectomies. À chaque fois, il y a possibilité de faire une prostatectomie chez des patients qui sont jeunes. Et il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça nous permet premièrement d'utiliser la prostatectomie en chirurgien comme indication thérapeutique de premier ordre, dans le localisé. Et bien sûr, de faire un petit peu la conservation des bandelettes neurovasculaires qui sont responsables de l'érection. Ces bandelettes neurovasculaires, par exemple, si la tumeur elle est au contact d'une des bandelettes, on sacrifie la bandelette. Et ça, c'est l'intérêt de l'IRM qui nous permet de parler au patient avant d'opérer. Lui dire, attention, s'il y a deux nodules qui sont infiltrés et on va lui faire une prostatectomie, là, on va lui dire, attention, vous risquez d'avoir une impuissance sexuelle définitive à certain moment. Et l'érection, elle pourra avoir un rapport, etc. On utilisera des traitements chimiques, soit en injection intracaverneuse notamment. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien étudier, bien parler aux patients. Il faut qu'il y ait l'aval des patients. Maintenant, ce n'est pas le médecin qui décide, c'est en discussion avec le patient pour pouvoir prendre et décider de la meilleure thérapeutique concernant son cas. Et bien sûr, la continence urinaire qu'il faut essayer de préserver. Et croyez-moi, c'est très, très, très dur d'être à l'âge de 50 ans, 55 ans, incontinent, nécessitant de mettre des couches. Le risque concernant la chirurgie, comme dans ce cas, c'est des marges positives. Et ça, le risque de marge positive, ça veut dire qu'on a laissé un petit peu de la tumeur au niveau chez le patient, ou bien il y a une effraction capsulaire. C'est-à-dire quand on a mis l'empédochine autour de cette prostate, il y a l'empédochine qui a infiltré, qui est rentré ou bien dans la prostate, c'est-à-dire il y a eu une effraction capsulaire. Donc automatiquement, le risque de récidive biologique augmente. Et bien sûr, autre élément aussi, c'est le stade de glisone, puisque le glisone est important et grave, plus le risque de récidive biologique est important. Et ça, c'est des signes posés, c'est des signes d'infiltration et de signes péjoratifs. Comment éviter ces marges positives? Je parle par terre des urologues. Bien sûr, il faut l'étude d'IRM pour voir un peu qu'est-ce que je dois faire. Je vais sacrifier les bandelettes neurovasculaires. Il faut avoir, on le sait tous, hein, la prostatectomie, il y a un défi, il y a 3 défis. Premièrement, il faut que le premier défi, c'est l'ablation, être oncologique, l'ablation de cette prostate. Le deuxième, c'est la conservation de la continence. Et le troisième défi, essayer avec la possibilité de conserver les bandelettes neurovasculaires pour l'érection. Donc, mais parfois, quand on a un nodule qui est à gauche, par exemple, je suis obligé de sacrifier cette bandelette neurovasculaire pour donner le maximum de chances au patient d'être guéri de ce cancer. La radiothérapie adjuvante, on ne la fait pas systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il risque de traiter de ce qu'on appelle le surtraitement de ces patients. Je parle dans la récidive biologique, on risque de surtraiter les patients alors que 50% ne méritent pas. Donc, on doit traiter les patients qui récidivent. C'est les patients qui font la récidive biologique, on doit les traiter.
et le risque de traiter comme ça les gens, même si c'est-à-dire, il y a des gens qui vous disent, est-ce que je peux, dès que j'ai une masse positive, je vais traiter le patient? On lui dit non. Parce que pourquoi? Parce que la radiothérapie, elle peut entraîner une incontinence urinaire. Ça va entraîner une incontinence urinaire et bien sûr le risque de détériorer les bandes neurovasculaires chez des patients qui avaient une érection. Donc, l'un traitement adjuvant ne sera institué, notamment la radiothérapie, institué qu'en cas de progression biologique. Voilà à peu près quels sont les éléments dont je voulais vous en parler. Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer le deuxième élément? Rebonjour, professeur Benapela, service d'urologie de Bedouette. Donc, nous allons parler actuellement, aujourd'hui, le traitement du cancer de prostate, actualité, recommandation. Vous allez voir un petit peu, il y a énormément d'évolutions sur le plan thérapeutique concernant le cancer de prostate. Donc, professeur, oui. Est-ce que vous pouvez leur dire que les questions seront faites à la fin? Parce qu'ils disent avoir posé des questions et qu'il n'y a pas eu de réponse. J'ai pas vu justement, réécrivez vos questions. Non, la discussion, j'ai pas sur les discussions. J'ai pas de. S'ils peuvent écrire hein, en envoyant des messages. Et la réponse sera en fin de. Voilà. Barakallahu fik. Merci, professeur. Donc, nous allons entamer actuellement, maintenant, le cancer de prostate, des recommandations et actualités. Je ne vais pas vous refaire le. Pardon. Donc, le cancer, c'est un cancer fréquent dans les pays occidentaux. Dans notre pays aussi, c'est dû au vieillissement des populations et l'utilisation massive du PSA dans le but de faire des dépistages et bien sûr les biopsies prostatiques, qui constitue un élément important, un vrai problème de santé publique des dernières années. Ce cancer de prostate a bénéficié énormément d'évolution sur le plan thérapeutique et diagnostic, notamment l'IRM dynamique et de fusion. Sur le plan thérapeutique, c'est la chirurgie prostatique depuis des années 90, fin 80, début 90, où la prostatectomie est devenue un élément, un traitement de référence dans les cancers de prostate localisés et localement avancés.
Bien sûr, après, soit la chirurgie ouverte, soit la chirurgie. Maintenant, il y a le robot assisté, c'est-à-dire on opère avec robot. L'hormonoradiothérapie avec modulation d'intensité dans les cancers localement avancés. Et bien sûr, il y a d'autres molécules qui apparaissent, les nouvelles hormonothérapies et les chimiothérapies. Donc, il y a vraiment une révolution. Sur le plan épidémiologique, vous dire un petit peu, dans les 2005, il était à 130 pour 100 000 habitants hommes. En 2015, il passe à 81,5 pour 100 000 hommes. Je parle des statistiques mondiales. L'âge au diagnostic est de 68 ans. L'incidence a diminué et cette diminution est liée à la diminution du nombre de dosages de PSA et au nombre de biopsies aussi. La baisse de la mortalité de ce cancer de la prostate. La baisse est observée bien sûr chez les sujets jeunes qui attribuent à deux facteurs. Premièrement, pratique de détection précoce permettant le diagnostic au stade de curabilité, c'est très important. Et bien sûr, l'amélioration aussi de la prise en charge thérapeutique des formes métastatiques, très important. Pour voir un petit peu que ce cancer, on ne dit pas, c'est comme il commence à devenir une maladie chronique en fait. Alors que c'était avant, au début la moitié du siècle passé, enfin, je parle des années 90, fin du 90 et 80, 90, c'était une maladie mortelle. Maintenant, on a des patients qu'on a opérés depuis 15-20 ans, ils sont toujours vivants. Et pour vous dire un petit peu les choses, comment elles évoluent, ça est grâce à toutes ces améliorations thérapeutiques. Dans le cancer, c'est le deuxième cancer le plus fréquent, après le cancer du poumon, ça dans le monde. Pour vous dire un petit peu, 1,3 million au niveau mondial en 2018. Et qui cause un petit peu une mortalité de 3,8%, entraîne une mortalité de 3,8 en 2018. Je vous donne un petit peu concernant l'incidence dans le pays du Maghreb ou le Nord-Afrique. C'est de 13,2 pour 100 000 habitants, alors la mortalité elle est à 5,8 pour 100 000 habitants. Les thérapeutiques. Maintenant, la thérapeutique, vous dire les choses, comment elles ont évolué. Des petits cancers, parfois, on tombe sur un PSA inférieur à 10, avec une seule carotte positive, avec une IRM négative. Que doit-on faire? Doit-on opérer le patient et lui faire subir toutes les aléas de cette chirurgie, notamment l'incontinence et l'impuissance sexuelle? Donc, il y a une autre alternative, et c'est grâce aux études et aux travaux des Suédois qui ont préconisé une surveillance active chez ces patients, mais nécessitant bien sûr la surveillance active, l'adhésion du patient. Il faut que le patient il doit adhérer à un certain schéma, etc. Et on parle dans ce cas, dans la surveillance active, dans les cancers de prostate à faible risque de progression. Ça veut dire avec un bilan qui doit être fait avant, c'est un PSA, un toucher rectal obligatoirement, une IRM avant les biopsies. Et bien sûr, les biopsies doivent être systématisées avec des cibles si l'IRM est positif. On doit cibler. Donc, on tombe sur un cancer de prostate à faible risque et on suit le patient. On lui fait, bien sûr, dans la première année, le PSA chaque 6 mois et bien sûr, et un toucher rectal par an. Dépassons l'année, on refait le bilan. Bien sûr, avant les biopsies, on fait une IRM prostatique. Et on refait les biopsies systématisées et ciblées. Bien sûr, et on suit le patient et suivi après les premières biopsies de contrôle. On appelle, en une année, on fait des biopsies de contrôle. Si, par exemple, l'IRM, la biopsie de contrôle systématisée, c'est progression de l'IRM, avec bien sûr, là, il faut faire attention, et on attend un petit peu comment on appelle ça? On attend les biopsies, comment elles sont faites. C'est-à-dire s'il y a progression de l'IRM, progression du PSA, progression de l'ANAPAC, dans ce cas, le patient sort de la surveillance active, on va lui proposer un traitement actif, notamment soit une radiothérapie, soit une chirurgie. Si par exemple l'IRM, absence de lésion, on continue la surveillance avec un PSA chaque 6 mois et un toucher rectal chaque année. Eh bien, et tous les ans, et dans ce cas, l'IRM sera faite tous les ans, si lésion visible, si lésion est visible,
tous les 18 à 24 mois si l'IRM est normal. Bien sûr, dès qu'il y a un problème, ou bien une lésion qui apparaît, là, on est obligé de faire des biopsies. L'IRM, elle est très importante dans la surveillance active. Elle n'est pas que importante, elle est importante dans la détection de nodules prostatiques et elle est importante aussi dans l'IRM, dans la surveillance active. Elle est recommandée dans la surveillance active, surtout dans les cancers, comme je vous viens de dire, de faible risque de progression. Les biopsies de confirmation à 3 mois ne sont pas nécessaires en cas d'IRM normal. C'est-à-dire, si l'IRM est normal, on n'est pas obligé de refaire les biopsies. Et vous savez très bien que les biopsies, quand même que c'est un geste qui est un peu douloureux pour le patient. Donc, bonne concordance avec les données cliniques et biologiques. Par contre, l'IRM doit être faite par des gens qui sont experts en IRM prostatique. En fait, ça veut dire que des gens qui ont fait beaucoup d'IRM prostatique, ils ont une certaine expertise. Pas quelqu'un qui fait l'IRM prostatique aujourd'hui, demain il va faire une IRM pulmonaire et une semaine après il fait l'IRM hépatique. Non, ça doit être des gens qui sont rodés, qui connaissent bien la lecture très, très importante de cette biopsie parce que là, on est dans la surveillance active, on n'est pas dans le traitement agressif. Pour le bilan de surveillance à 1 an, un examen IRM est effectué avant la biopsie. Le deuxième élément de thérapeutique, c'est la prostatectomie totale, qui est un traitement de référence dans les cancers localisés, qui offre plus de garanties carcinologiques à long terme. C'est nécessite donc c'est une ablation totale de la prostate, des vésicules séminales, bien sûr tout en respectant les structures responsables de la continence et de l'érection. Donc c'est très très important. La prostatectomie, elle est donc dans le risque intermédiaire, parfois dans le risque faible, chez des patients qui ont, bien sûr, en fonction des comorbidités, qui ont une espérance de vie supérieure à 10 ans, il y a une indication. On préserve la préservation des modèles neurovasculaires peut être faite chez ces patients sans dysfonction érectile. Et bien sûr, en cas où il existe un nodule qui est près des bandelettes neurovasculaires, là, sans qu'il y ait fraction biaisée capsulaire, là, on peut parfois sacrifier une des bandelettes. Toutes les voies d'abord chirurgicales ont la même, soit en open, c'est-à-dire soit en prostatectomie par assez ouvert, soit en céliochirurgie, soit en robot assisté. Ça, c'est la même chose, c'est les mêmes éléments, ce n'est qu'une voie d'abord, en fait, quand c'est les mêmes résultats. Par contre, dans les cancers de prostate localement avancés ou à haut risque, la prostatectomie ne sera pas proposée seule. C'est un patient, je reçois un patient qui a un cancer de prostate à haut risque, un cancer de prostate localement avancé, il me dit, docteur, moi je veux que je m'en débarrasse de cette prostate, etc. Je lui dis, monsieur, on va vous opérer, on va vous faire la prostatectomie, mais probablement, très, très, très probablement, il y aura un traitement adjuvant derrière, notamment la radiothérapie, pour être sûr et stériliser un petit peu, pour être sûr d'avoir détruit toutes les cellules tumorales qu'on a eu le risque de laisser. Et bien sûr, de voir un petit peu, est-ce qu'il n'y aura pas un traitement aussi hormonal dans certains cas. On ne sait jamais comment dirais-je, une adénopathie peut apparaître en post-opératoire. La radiothérapie, il y a deux éléments importants. Et il y a la curithérapie interstitielle, qui est l'implantation de grains d'iode 125 dans la prostate, ou bien il y a la radiothérapie interstitielle à haut débit de dose, c'est en utilisant le rhidium en monothérapie. La curithérapie, elle peut être associée à une radiothérapie, soit par curithérapie à haute dose. Son indication est dans les risques intermédiaires défavorables et à haut risque. C'est-à-dire il y a le risque très important, le glisone, il est très important. De vous dire un peu que ça existe, ça se fait en Algérie, la curithérapie associée à une radiothérapie, c'est certaines personnes, mais il y a ces indications. Donc, c'est les risques intermédiaires défavorables et à haut risque. La radiothérapie, c'est 74 degrés à peu près. C'est une radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité. Il y a avec escalade de dose parfois, arrivant de 74 à 80, ça dépend de la pathologie du patient.
Et maintenant, il y a autre chose on peut entraîner un hypofractionnement délivré à peu près supérieur à 2 degrés, parce que dans la radiothérapie externe conventionnelle, on fait à peu près à 2 degrés par jour pendant 37 semaines, 35, pardon, 35 séances, à 37 séances, voire parfois 40, dans certains cas, en cas d'escalade de dose. Mais dans l'hypofractionnement, c'est 2 degrés par jour. Au-delà supérieur, plutôt plus de 2 degrés par jour, permettant de diminuer un petit peu le nombre de séances. Une irradiation adjuvante ou de rattrapage peut être proposée chez des patients qui ont bénéficié de prostatectomie en irradiant la loge prostatique et l'urédé ganglionnaire selon les caractéristiques de la tumeur et l'étendue du curage ganglionnaire qu'on a fait. La prostatectomie, donc la radiothérapie, de protocole de la radiothérapie, c'est une radiothérapie donc soit technique recommandée, c'est la modulation d'intensité en 3D dans certains cas. Et bien sûr, le fractionnement permet en cas d'irradiation prostatique seule. La dose est au-delà de 74-76 degrés. L'irradiation des ganglions, bien sûr, est préconisée pour les patients ayant un haut débit, plutôt un haut risque d'amicose. Les traitements focaux que nous ne disposons pas en Algérie et qui ne sont pas actuellement dans les recommandations, juste pour vous le rappeler, les IFU, c'est de High Intensity Focused Ultrasound, c'est-à-dire l'utilisation des ultrasons de haut degré de focalisé. Et donc, elle entraîne un résultat moins bon que la cryothérapie, la radiothérapie. Il y a la cryothérapie qui est en train de se faire, de se proposer dans certains centres en train de préparer l'expertise, qui est proposée dans le rattrapage après radiothérapie. Il y a le laser vasculaire target photodynamique thérapie, qui utilise bien sûr un photon sensibilisant, laser focal, etc. L'électroportation et la radiofréquence et micro-ondes. Toutes ces thérapies focales, je voulais juste pour vous mettre à jour, la radiothérapie focale, la thérapie focale, pardon, doit être considérée comme des techniques en cours d'évaluation, donc aucune recommandation de ces techniques actuellement, mais je pense que ce sera dans le futur, au moins la cryothérapie va rentrer dans l'arsenal thérapeutique du cancer de prostate. Concernant la suppression androgénique, c'est très important et on sait très bien que le cancer de prostate est un cancer hormonodépendant, hormonodépendant et androgénodépendant. La suppression androgénique est très importante. Elle permet la suppression de leur sécrétion et la suppression de leur synthèse, inhibant aussi les récepteurs androgéniques. Donc, l'utilisation, la profondeur de cette suppression androgénique est appréciée par la mesure de la testostéronémie. Bien sûr, c'est très important de voir un peu, si on voit un petit peu le patient, s'il est castré, oui ou non. Là, je demande un taux de testostérone. L'hormonothérapie, de vous dire un petit peu la meilleure façon de faire une castration, c'est la chirurgie, c'est-à-dire l'ablation des 2 testicules, ce qu'on appelle l'orchidectomie ou la pulpectomie. Vous voyez un petit peu sur cette image que la castration, elle est obtenue au bout de 12 heures. Mais la limitation, c'est une castration qui est irréversible. Ça. Par contre, il y a certains qui utilisent les oestrosiens de distilbène, qu'on ne fait plus parce que les toxicités cardiaques sont très, très importantes, ou bien utilisant les agonistes de LH-RH, comme la goserelline, la loropéréline, la triptorelline, et ça entraînant une castration au bout de 2 à 4 semaines. Vous voyez un petit peu la castration, l'orchidectomie, c'est une castration très très rapide. Bien sûr, certaines résistances primaires. Par contre, les antagonistes LH-RH, c'est au bout de 48 heures à 72 heures. Et parfois, nous utilisons les anti-androgènes qu'on a un petit peu sur le marché, que vous connaissez, c'est la décalutamide, la cyprotérone, etc., qui peuvent être demandés, retrouvés sur le marché.
L'hormonothérapie de nouvelle génération, ça c'est l'élément le plus important ces dernières années. On montrait un bénéfice significatif sur la survie globale, on va en parler, et améliore les symptômes de la qualité de vie chez des patients et bonne tolérance clinique et biologique. Le maintien d'une suppression androgénique chez un patient qui présente par exemple un cancer de prostate métastatique ou bien résistant à la castration est obligé de garder cette hormonothérapie. Hormonothérapie, elle est très, très nécessaire. Quel est le bilan qu'on doit faire quand on prescrit les hormonothérapies de nouvelle génération? C'est le bilan biologique qui doit être prescrit, un dosage de PSA, un dosage de testostérone, une FNS, un contrôle de la fonction rénale, FDG, créatinine, un ionogramme sanguin, un bilan hépatique avec dosage de phosphatase alcaline, LDH et albumine, et un bilan cardiaque doit être fait parce qu'il y a une toxicité cardiaque chez certaines molécules. L'hormonothérapie de deuxième génération, deuxième génération, notamment c'est l'acétate d'abiraterone ou bien le Zytiga, un inhibiteur de synthèse des androgènes en bloquant le CYP17 de façon irréversible. C'est 100 mg par jour en dehors des repas associé à une prednisone de 5 à 10 mg par jour. Il y a l'autre élément, c'est l'onzalitamide. C'est le pré-inhibiteur des récepteurs des androgènes à raison de 160 mg par jour dans une seule prise. Il y a le deuxième qui est aussi très intéressant, c'est l'apalitamide, 40 mg, un antihydrogène proche de l'onzalitamide à raison de 240 mg par jour. Et à la dernière hormonothérapie deuxième génération, c'est la darolutamide, androgène non stéroïdien prescrit à raison de 200 mg jour. Pardon, j'ai pris un peu d'eau. Après l'hormonothérapie, on passe à la chimiothérapie, notamment que vous connaissez tous, c'est la chimiothérapie il y a certaines molécules qu'on utilise dans le sein. Le mitoxantrone, mais qui présentait un petit peu une toxicité importante, hématologique et risque de leucémogène. Il y a le docetaxel aussi, le même entre 75 mg par mètre carré tous les 21 jours. Et le cabazitaxel, ça c'est en cas de résistance en première à la chimiothérapie, et à la cisplatine et la carboplatine. L'immunothérapie, c'est les nouvelles thérapeutiques actuelles. Il y a beaucoup de progrès dans ce sens et je pense que ça sera que bénéfique pour la prise en charge de ces cancers. Il y a le CPI-T, c'est la perfusion de cellules mononucléées périphériques activées en in vitro par une protéine de fusion. Et les anticorps anti-CTLA4 ou bien l'ipilimumab, les anticorps anti-PD1 et les inhibiteurs de la PRP. Les médicaments de l'os, parce qu'il y a certains patients qui peuvent avoir des métastases osseuses et on doit les traiter. C'est l'utilisation des biphosphonates qui inhibe la résorption osseuse liée à l'activité osteoclastique. Des injections de 4 mg en intraveineuse lente chaque 4 semaines. L'efficacité, c'est uniquement dans les cancers de prostate résistants à la castration, non en phase de sensibilité à la castration. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont un cancer de prostate résistant à la castration. Le denosumab, c'est un anticorps anti-LAG et qui sont très, très importants. Très important en cas de traitement de ces métastases osseuses. Quelles sont les indications thérapeutiques? Dans le cancer à faible risque, comme tout à l'heure, on fait une surveillance watchful waiting. Watchful waiting, c'est la surveillance, c'est abstention-surveillance qu'on fait chez des patients vieux qui ont une espérance de vie de moins de 10 ans, mais qui ont un cancer de prostate très faible. Qu'est-ce qu'on fait? On les surveille. Dès qu'il y a progression, soit sur le plan clinique, soit sur le plan… On met le patient sous hormonothérapie. Il y a la surveillance active, SA, on peut faire une prostatectomie chez des patients qui sont jeunes demandeurs.
On peut faire une radiothérapie aussi, comme on peut faire une chirurgie-thérapie. Bien sûr, il y a des indications qu'on doit faire. Il y a faible recommandation à cryothérapie associée à AFU et le traitement focaux, donc pas de données suffisantes pour formuler les recommandations. Le traitement hormonal, il est non recommandé parce qu'un faible risque, on doit le traiter. C'est un cas qu'on doit traiter. Donc, il est dans le curable. Par contre, dans le curatif, pardon. Par contre, l'hormonothérapie, elle ne fait que retarder l'échéance. Et on sait très bien que les patients peuvent avoir une résistance à la castration, bien une reprise de PSA au bout de 18 à 24 mois de traitement par hormone. En cas de risque, dans le risque intermédiaire, soit on fait la prostatectomie avec curage ganglionnaire chez des patients qui ont une espérance de vie supérieure à 10 ans. La surveillance active pour les patients sélectionnés et informés des risques à long terme, il faut le dire, mais vraiment n'est pas très recommandé. Dans le risque intermédiaire aussi, chez des patients, on peut faire chez eux de watchful waiting. C'est des patients qui sont non éligibles aux autres options thérapeutiques, bien qu'ils ont des comorbidités très importantes. La radiothérapie boostée par une curithérapie n'est pas vraiment indiquée. Par contre, on peut faire une radiothérapie à raison de 74 à 478 degrés, seul, si on est dans le risque intermédiaire favorable, ou associé à une hormonothérapie de 6 mois, si on est dans le cas de risque intermédiaire défavorable. Dans le traitement de cancer de prostate à haut risque, c'est la radio-hormonothérapie, elle est la thérapeutique de référence dans ce cas. L'hormonothérapie, c'est une hormonothérapie longue, minimum 2 ans, 2 ou 3 ans. La prostatectomie peut être proposée dans ce cas, mais il faut informer le patient que cette prostatectomie, elle sera faite dans un cadre d'une approche multimodale. En cas d'échec après une reprise biologique, donc l'échec biologique, c'est défini par la récidive biologique chez les patients avec un PSA qui devient détectable. Quand, par exemple, je fais une prostatectomie, normalement, le patient va négativer son PSA, mais si je fais une prostatectomie et le patient, je le suis, dès que le PSA passe au-delà de 0,2 nanogrammes par millilitre, là, je fais attention, et je dois le confirmer 2 fois, le dosage successif. Là, je vais faire attention, dire attention, probablement mon patient est en train de faire une récidive biologique. C'est ça la récidive biologique. En cas de radiothérapie plus hormonothérapie, c'est le patient qui a un nadir, ça veut dire que un nadir plus 2 nanogrammes par millilitre. Là, on parle d'une récidive biologique après que le patient a bénéficié d'une radio-hormonothérapie. Le nadir, ça veut dire que le dosage le plus faible chez ce patient. On dit, par exemple, son nadir à lui, c'est un patient qui a été traité par radio-hormonothérapie, il est à 0,5. Donc, pour moi, définition de reprise biologique chez le patient qui a bénéficié de radio-hormonothérapie, c'est 0,5 plus 2 nanogrammes par millilitre. La même chose pour la curithérapie et la même chose pour l'AIFU. Le bilan d'imagerie à réaliser en cas que doit-on faire? Après la prostatectomie, si le PSA est inférieur à 1 nanogramme, pas d'imagerie. Ou TEP PSMA. Si le PSA est supérieur à 1 nanogramme par millilitre, on fait le TEP PSMA, le TEP à la colline ou le TEP PSMA, ça veut dire la tomographie à la colline. Après radiothérapie, c'est le TEP à la colline ou bien le TEP PSMA. L'IRM, en cas de suspicion de récidive locale isolée, accessible à un traitement de rattrapage. Dans ce cas, parfois, on peut le demander, mais quand le patient a bénéficié d'une radiothérapie, pas après prostatectomie. Après la prostatectomie, on fait rien si le PSA est inférieur à 1 nanogramme par millilitre, ou bien si le PSA est supérieur à 1 nanogramme par millilitre, là, on fait soit le TEP à la colline, soit le TEP PSA. Le traitement de la récidive
après prostatectomie, soit on surveille le patient en cas de prostatectomie de patient, le temps de récidive il est supérieur à 3 ans, avec un taux de surveillance, avec un taux de doublement de PSA supérieur à 12 mois et les UP inférieurs ou égal à 2. Donc, c'est ça les facteurs pronostiques favorables chez des patients. Des patients qui ont récidivé après 3 ans. Dans la radiothérapie de rattrapage peut être proposée en cas de récidive biologique de prostatectomie. Elle doit être réalisée précocement avant que le PSA ne dépasse les 0,2 nanogrammes par millilitre. En cas de récidive biologique à haut risque, une hormonothérapie associée de 6 mois, donc dans le haut risque, on fait une radiothérapie et on met une hormonothérapie. Donc, la prostatectomie de rattrapage après que le patient a bénéficié d'une radiothérapie est très difficile à réaliser. La radiothérapie adjuvante après prostatectomie, l'absence de bénéfice de la radiothérapie adjuvante en termes de survie sans événement dans le cancer de prostate à haut risque de récidive, traité par la chirurgie, a été confirmé dans les méta-analyses. Beaucoup de méta-analyses qui ont montré les résultats supérieurs à une radiothérapie différée. Donc, il vaut mieux aller faire, dès que le patient fait une récidive, aller directement de faire une radiothérapie immédiate, attendre, après prostatectomie bien sûr, attendre de 3 à 4 mois le temps que le patient récupère sa continence et on passe directement à la radiothérapie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. La radiothérapie de rattrapage est préconisée dès la récidive biologique chez un patient qui a un PSA supérieur ou égal à 2 nanogrammes par millilitre. 60% des cancers à haut risque de rechute traités par chirurgie peuvent éviter une radiothérapie adjuvante et doivent être surveillés très régulièrement. Pour vous dire un peu, je rejoins un peu le docteur Outarma qui a parlé de 50%. Nous, parfois, il y a certains patients, même s'ils ont des marges positives à haut risque, d'attendre un peu. Il ne faut pas aller directement retraiter le patient, d'augmenter un petit peu les risques, mais d'attendre un peu. Mais dès qu'il y a vraiment la récidive, elle est là et elle s'impose au fur et à mesure, on y va dans le temps, le PSA augmente. Là, on est obligé de traiter ces patients et ne pas les laisser. Mais le meilleur traitement après reprise biologique, c'est vaut mieux traiter immédiatement que de laisser attendre encore plus le patient. Le cancer de prostate hormonosensible, et on sait très bien que le cancer métastatique, c'est une maladie hétérogène, plusieurs facteurs pronostiques identifiés. Donc, c'est un cancer métastatique, maladie hétérogène, plusieurs facteurs pronostiques identifiés, le nombre, la localisation des métastases osseuses, le score de Gleason, la tumeur primitive, présence ou non de métastases viscérales. C'est pour ça, il y a 2 études. Il y a l'étude SARTID qui nous montre le statut de le haut volume tumoral, donc qui est défini par l'existence de métastases viscérales ou 4 métastases osseuses, dont au moins une en dehors du pelvis et raciste. L'autre étude, c'est l'étude Latitude, qui évalue un petit peu, qui parle de haut risque tumoral par l'existence au moins de plus de 2 facteurs de risque parmi les suivants, au moins 3 lésions osseuses, métastases viscérales et l'existence aussi ou les UP, c'est-à-dire que le patient qui ont des Gleason, 8, 9 et 10. C'est-à-dire 3 plus 5, 4 plus 4, 4 plus 5, 5 plus 4 et 5 plus 5. La stratification des patients ayant un cancer de prostate hormonosensible selon le volume et le risque. Donc, on traite les patients selon ces recommandations. Comme on vous a montré tout à l'heure, l'existence de l'enzalutamide améliore significativement la survie globale à 3 ans, en combinaison avec, bien sûr, le traitement standard des anti-agonistes de LHRH ou la castration chirurgicale. Associée plus ou moins au docetaxel et a montré qu'elle est plus importante si on utilise un antiandrogène seul. C'est-à-dire le bénéfice de cette enzalutamide qui a entraîné une amélioration nette de la survie globale chez ces patients.
Le risque de décès a été réduit de 33% en utilisant l'onzalitamide par rapport à un anti-androgène seul, 33% dans le groupe onzalitamide. Donc, c'est excellent. 33%, c'est énorme. Hein, pour vous dire un peu, même si on augmente l'espérance de vie de 2, 3 jours, 4 jours chez des patients cancéreux, c'est toujours un gain quand même, un gain. Mais vous voyez un petit peu ici que le risque de décès a été réduit de 33% dans les groupes onzalitamide. Il y a la palitamide aussi, qui est notre hormonothérapie aussi. La durée de suivi chez ces patients dans le palitamide, dans le cancer métastatique sensible, ça veut dire qui sont sensibles à l'hormonothérapie. La durée de survie médiane dans cette étude a montré de 22,7%. À 24 mois, les patients du groupe apalitamide présentaient une amélioration significative soit dans la survie sans progression radiologique de 82%, 68%, 68,2%, et la survie globale de 82,7%. Donc, il y a une amélioration significative du délai jusqu'à l'instauration d'une chimiothérapie. Ça veut dire qu'avec ce traitement, ça nous a aidé à éloigner le patient un peu de la chimiothérapie, ça veut donner plus de temps et laisser la chimiothérapie un peu plus tard. Donc, quand même, c'est un bénéfice très, très important. La résistance à la castration, c'est quoi? C'est des patients qui, malgré qu'ils sont sous hormonothérapie, mais le taux de testostérone reste quand même. Il y a eu une augmentation du PSA résultant en 2 augmentations de 50% au-dessus du nadir ou un PSA supérieur à 2 nanogrammes par millilitre. Ou bien, deuxième élément, c'est la progression radiologique qui est définie par l'apparition au moins de 2 nouvelles lésions à la scintigraphie osseuse ou bien progression de lésions mesurables selon les critères de Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. Maintenant, le cancer de prostate qui est résistant à la castration. Il y a deux éléments. Il y a le cancer de prostate résistant à la castration non métastatique. Il est résistant à la castration, on castre, mais le PSA, il est toujours élevé. Mais sans métastase, il y a d'autres éléments, d'autres patients qui sont métastatiques, ils sont résistants à la castration, mais ils sont métastatiques. Donc, c'est le CPRC M0 et le CPRC M, métastatique. On commence par les patients non métastatiques, mais qui sont résistants à la castration. C'est la fin de l'utilisation seule du traitement hormonal, agoniste ou antagoniste, dans le cancer métastatique. Là, on doit combiner avec une hormonothérapie de nouvelle génération, onzalitamide, apalitamide et la bérathérapie. Ou bien une chimiothérapie, le docetaxel, qui est indiqué dans la plupart des cas. Ça veut dire que le patient ici doit bénéficier de ce traitement. On ne traite plus le patient avec une seule molécule, mais avec 2 molécules. De préférence, si on a sa disponibilité, de nouvelles générations, ou bien on est obligé d'aller vers la chimiothérapie. L'onzalitamide, donc l'indication soit l'onzalitamide, la palutamide, ou bien la darolutamide. Ça, c'est en cas de résistance à la castration, mais non métastatique. Regardez les indications. Donc, les patients non métastatiques résistants à la castration, la recommandation des patients en récidive biologique à haut risque, après traitement local ou sans métastase apparente, cette typographie TTR, sont traités par la suppression androgénique chez qui il survient une résistance à la castration. Ils sont toujours M0. Il est recommandé de compléter cette hormonothérapie normale qui est en utilisant les agonistes LHRH par soit la palutamide de préférence, si on est disponible, ou bien l'onzalitamide ou la darolutamide. Voilà les molécules qu'on peut utiliser chez ces patients qui sont non métastatiques, mais résistants à la castration. Par contre, chez les patients qui sont métastatiques et résistants à la castration, il faut qu'il y ait une évolution, une évaluation de ce traitement, ce cancer. En cas d'échec de l'utilisation de matériel histologique de la tumeur prédictive, la réalisation des biopsies sur la prostate non irradiée sur les métastases permet la recherche d'altérations génomiques. Il y a des essais thérapeutiques, 2 critères sont utilisés. La survie sans progression radiologique et la survie globale de gold standard. Le PSA est un marqueur de réponse et un facteur prédictif de survie, très important. L'évolution de la radiologie est évaluée soit par un scanner, donc un scanner thoraco-abdominopelvien, une scintigraphie osseuse. Bien sûr, là,
l'imagerie par TEP n'a pas été démontrée. Donc, après la recommandation de surveillance, en dehors des essais cliniques, évaluation clinique et biologique en consultation tous les 3 mois, la fréquence des examens d'imagerie, soit un scanner thoraco-abdominopelvien, une scintigraphie osseuse, dépend du contexte clinique et la surveillance, elle doit être personnalisée. Mais il est conseillé, en résistance à la castration, de réaliser au moins un bilan radiologique annuel. Le cas de cancer de métastatique hormonosensible, la situation est modifiée du fait d'introduction de docétaxel ou bien de nouvelles hormonothérapies dès la phase hormonosensible où le cancer de prostate il est résistant à la castration non métastatique. Si le traitement initial est une hormonothérapie, dans ce cas, au stade hormonosensibilité, plusieurs molécules peuvent être données améliorant la survie globale à ce stade, soit l'acétate de l'abiraterone après docétaxel ou pré-docétaxel, ou bien on fait l'enzalutamide en post-docétaxel ou en pré-docétaxel. Ça, c'est des schémas thérapeutiques qu'utilise le confrère oncologue. L'indication, en cas de cancer de prostate à fort volume tumoral, métastase viscérale et ou au moins 4 métastases osseuses, ou à haut risque 3 lésions osseuses, métastases viscérales et inclinaison supérieure à 8, les recommandations en 2018 avaient focalisé la place du docétaxel de l'abiraterone. Bien sûr, en utilisant les deux essais cliniques, l'attitude et Stampede, en association avec une suppression androgène. L'abiraterone peut être utilisé dans les cancers de prostate qui sont métastatiques, mais toujours sensibles à l'hormonothérapie. Et bien sûr aussi, l'abiraterone qui est toujours qui a présenté une amélioration de la survie. Première ligne de traitement dans les cancers de prostate métastatique, la survie sans progression est améliorée dans le bras enzalutamide par rapport à l'utilisation d'une hormonothérapie simple. Et l'enzalutamide aussi, elle a amélioré la survie sans progression biologique, le taux de réponse de PSA complète et la survie sans progression ou de décès et la survie sans progression biologique. On va voir un petit peu l'enzalutamide, elle améliore et la survie sans progression biologique avec une réponse PSA complète, une réponse complète du PSA et la survie sans progression ou de décès et survie sans progression radiologique. La chimiothérapie dans le cancer de prostate métastatique, le taxone ou docétaxel à raison de 75 mg par mètre carré chaque 3 semaines, associé à la prednisone, indication dans les formes métastatiques symptomatiques, c'est-à-dire avec douleur, etc. C'est un schéma soit hebdomadaire, soit bimensuel. Le cabazitaxel n'est pas actuellement recommandé en première ligne. Les critères de cette utilisation qu'on voit le choix qui nous permettent d'orienter le choix entre l'hormonothérapie de nouvelle génération et la chimiothérapie sont le statut de performance et de l'âge, la présence de métastases viscérales, le caractère symptomatique ou pas des métastases, le caractère très indifférencié neuroendocrine de la tumeur et la durée de la réponse à l'hormonothérapie initiale. Différenciation neuroendocrine ou échappement après rapide après une hormonothérapie initiale inférieure à une année. Dans ce cas, quand on a des composantes neuroendocrines ou un patient qui a été directement, il est devenu résistant en moins d'une année, il vaut mieux aller directement vers la chimiothérapie et arrêter cette hormonothérapie. Deuxième élément, tenir compte des résistances croisées entre les hormones. Donc, si on utilise darolutamide et je trouve qu'il est résistant, ce n'est pas la peine d'aller directement vers l'enzalutamide. Il faut passer à la chimiothérapie parce qu'on sait tenir compte des résistances croisées entre ces nouvelles hormonothérapies. Le carbizitaxel, traitement de référence après progression rapide sous hormonothérapie avant ou après docétaxel. La surveillance, la survie globale et la surveillance sans progression radiologique dans le bras basitaxel est supérieur au bras abiraterone ou enzalutamide. Par contre, le risque de décès sera renforcé que c'est-à-dire élément encore plus important, que le risque de décès a diminué de 36%. Les recommandations de ces différents traitements dans les cancers de prostate résistants à la castration sont l'utilisation de la radiothérapie, de la hormonothérapie seule, la première phase
d'hormonosensibilité, ou bien l'utilisation de l'hormonothérapie avec hormonothérapie dans la phase hormonosensible. Par contre, l'hormonothérapie plus docetaxel à la phase hormonosensible dans certains cas. Par contre, l'utilisation en deuxième ligne dans le cancer de prostate métastatique, donc poursuivre la surveillance androgénique, la chimiothérapie de référence après échec de docetaxel et le cabazitaxel, et privilégier toujours une chimiothérapie si première ligne de traitement était une hormonothérapie de nouvelle génération. Les médicaments de l'os, bien sûr, on a des médicaments qu'on doit traiter. Le denosumab, il est plus bon que l'acide zoledronique dans cette indication. Le traitement sera initié au diagnostic de cancer de prostate métastatique, une durée de moins de 24 mois. Le sujet âgé aussi, il faut prendre en considération, dans le localiser, bien sûr, passer à la surveillance, ou bien prostatectomie, ou radiothérapie externe ou hormonothérapie. On est sensible à la castration, ni les métastatiques, toujours hormonothérapie, retardée, ou bien on passe directement au docetaxel et on y va directement vers l'hormonothérapie. En cas de résistance à la castration non métastatique, donc on utilise les nouvelles, l'abiraterol, l'oxalitamide, tout ça. S'il est résistant à la castration, là on commence toujours, il vaut mieux commencer par la chimiothérapie et en cas d'échec, et revenir un petit peu à l'hormonothérapie de nouvelle génération, malgré ces effets sur il faut toujours faire une évaluation cardiovasculaire systématique dans ce cas. La conclusion, c'est une question un peu très lente, je le sais, mais elle est très intéressante pour juste montrer aussi que sur le plan thérapeutique, il y a une très grande amélioration sur la prise en charge de ce cancer. Le nombre a augmenté ces dernières décennies dans notre pays, en Algérie, et ça est dû à l'allongement rapide et continu de l'espérance de vie, au meilleur accès aux soins, il faut le dire aussi, et l'amélioration des conditions de diagnostic, notamment l'utilisation du PSA et des biopsies prostatiques. Pour moi, pour nous, il vaut mieux garder le dépistage individuel de ce cancer de prostate, car ce qui a entraîné l'amélioration du taux de détection du cancer de prostate au stade localisé, ce qui nous permet de proposer à nos patients des traitements actifs, ça veut dire des traitements curatifs. Nécessitant une meilleure stratification d'IRM et pousser les gens à se spécialiser et prendre de l'expertise concernant l'IRM prostatique, assurer la disponibilité de l'utilisation de TEP à la colline, c'est la tomographie par émission de positons ou bien de PSMA, améliorer ainsi la détection, ce qui nous permet d'améliorer la détection des récidives. Et on le sait très bien que le TEP scan n'est pas très vulgarisé, mais ces machines, elles existent, je pense qu'une seule machine qui est à Babylone, dans le public. La place croissante de la prostatectomie totale chez les patients jeunes dans l'espérance de vie supérieure à 10 ans, il faut toujours la préconiser. Assurer la disponibilité des différentes classes thérapeutiques afin de faire aux patients un traitement adéquat. Bien sûr, instituer les réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est les RCP, dans le but de l'organisation des soins en cancérologie et permet de rendre compte sur la qualité des soins, quality of life, et bien sûr répondre à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Et je vous remercie. Allô, allô? Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je dois répondre un peu sur de certaines questions. Au toucher rectal, on va trouver quoi de particulier de cancer de la prostate? Plus de détails, s'il vous plaît. Dans le cancer de prostate, toucher rectal, on retrouve un nodule. Ou bien, parfois, on trouve la prostate, bien sûr, on l'évalue, et on cherche un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas une différence de texture et de consistance entre les lobes prostatiques. Parfois, on trouve un lobe un peu plus ferme que l'autre. Ou bien un nodule prostatique qui est très, très apparent, dur, ou bien qui est un peu protubérant, qui sort comme ça, permet de suspecter, je dis bien de suspecter le cancer de la tumeur prostatique. Je n'ai pas le droit de dire aux patients que vous avez un cancer de prostate tant que je n'ai pas de preuve histologique, ça c'est évident. Ou bien, parfois c'est catastrophique. Quand je fais un toucher rectal, je trouve la prostate qui est un peu très, très, très dure, très dur. Et là, pratiquement, j'ai le diagnostic de cancer de prostate, mais quand même, malgré ça, je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de droit de dire aux patients que vous avez un cancer de prostate. Voilà à peu près, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le bilan à demander dans le cadre du dépistage. Le bilan à demander dans le cadre du dépistage, c'est le PSA et on fait un examen clinique touché rectal. Est-ce possible d'organiser un dépistage pour le cancer de prostate? Oui, on peut le faire. Soit chacun le fait à son niveau. Je m'adresse complètement aux généralistes qui peuvent s'intéresser un petit peu à l'urologie. Ça permet de diminuer le nombre de cancers de prostate métastatiques, localement avancés métastatiques, et permet aussi de faire le diagnostic précoce de ces cancers de prostate. Et ça va aider énormément les gens concernant ce problème de santé publique. Et je laisserai là pour le rôle du médecin généraliste, je laisserai Dr. Woldamar vous en parler un petit peu quel est le rôle du médecin généraliste pour le cancer de prostate. En ce qui concerne le rôle du médecin généraliste, son rôle se résume beaucoup plus dans le dépistage du cancer de la prostate, c'est-à-dire il est plus près de ses patients parce que le patient, quand il a un taux de PSA élevé, il ne va pas consulter généralement d'emblée un neurologue, il va commencer d'abord par les médecins généralistes, le médecin du quartier, le médecin de la famille, le médecin qui a déjà consulté chez lui. Le rôle du médecin généraliste commence d'abord par rassurer le patient, demander d'autres taux du PSA et s'assurer que l'élévation du taux du PSA n'a pas autre étiologie, par exemple infectieuse ou inflammatoire ou autre, c'est-à-dire une manœuvre, par exemple une échographie endorectale, une prostatite ou un toucher rectal avant. Deuxièmement, donc, il faut bien consulter le malade, demander les facteurs de risque, c'est-à-dire les antécédents de ce patient. Est-ce qu'il avait un antécédent familial d'un cancer de la prostate ou aussi un cancer du sein chez le sexe féminin de la famille? Il y a une relation entre le cancer mammaire et le cancer de la prostate. Ensuite, après l'interrogatoire, il passe à l'examen clinique. Il doit faire un toucher rectal, il doit faire un bon toucher rectal pour dépister toute anomalie de la prostate. Ensuite, il fait une orientation adéquate chez l'urologue pour le suivi. Donc, le rôle du médecin généraliste se résume généralement sur le dépistage du cancer de la prostate. Aussi, un autre rôle, c'est généralement dans le cancer de la prostate métastatique. Donc, l'accompagnement de ces patients, donc en fin de vie, dans le palliatif, suivre d'autres pathologies. Par exemple, il n'y a pas que le cancer de la prostate, il y a la tension, le diabète, donc il ne faut pas lâcher le patient. Même si on a un diagnostic de cancer de la prostate, il faut collaborer toujours avec les urologues. Merci. Toujours concernant la prise en charge, je parle du rôle du médecin très important. C'est la cheville ouvrière de tout plan de thérapeutique dans le monde, dans le pays, partout dans le monde.
le rôle du médecin généraliste, on n'a pas à discuter. Par exemple, je dirais, par exemple, son rôle très près de sa population, un acteur très important en dépistage individuel. Et bien sûr, c'est le premier qui fait face à la demande de l'information et qui permet d'apprendre, bien sûr, la décision en accord avec son médecin, avec son patient, en demandant un PSA et parfois demander une IRM, ou bien de contacter le médecin spécialiste en cas où le médecin généraliste a fait un toucher rectal et a trouvé une anomalie au niveau de cette prostate. Juste pour vous dire un peu le dépistage qui peut être proposé chez des patients à l'âge de 50-69 ans, dont l'espérance de vie est supérieure à 10 ans. Bien sûr, bien l'existence, comme vous avez dit, docteur Oudalma, l'existence de 2 parents proches qui ont été de cancer de prostate, d'origine africaine chez certains patients, et bien des patients aussi, de patients qui ont bien sûr dans la famille des femmes, leurs femmes qui font des cancers gynécologiques, notamment le sein et le cancer de l'ovaire. La surveillance, le rôle, le rôle c'est dans le dépistage chez des patients de 45 ans, toucher rectal PSA annuel. Si le PSA est inférieur à 2 nanogrammes par millilitre, on fait un PSA chaque 2 ans. Et bien sûr, on surveille la vélocité de ce PSA. Ça veut dire la vélocité du PSA est prise en compte dans le cadre de la surveillance. La vélocité, ça veut dire quand je vois mon PSA que j'ai fait cette année, et l'année prochaine, il est augmenté d'une valeur supérieure à 0,75 nanogrammes par millilitre. C'est-à-dire un PSA que j'ai fait cette année à 1, et on le retrouve à 1,75 6 mois après, ou bien une année après. Attention, là, on se dit, malgré qu'il est dans la fourchette entre 0 et la fourchette de normalité entre 0 et 4 nanogrammes par millilitre, mais malgré ça, on doit surveiller un petit peu ce patient. Justement, je vais vous donner une information que la demande de la prostate ne se conserve jamais. Quand il perd des maladies concomitantes, ça veut dire associées, sans faire un dosage de PSA. Le taux de PSA, il est normal et entre 0 et 4 nanogrammes par millilitre. Au-delà de 4 nanogrammes par millilitre, il faut faire attention, il faut faire un dépistage. Il faut faire des dépistages. Dès qu'il y a le PSA qui augmente à 4 nanogrammes par millilitre, au-delà de 4 nanogrammes par millilitre, on demande un autre PSA et on voit s'il reste toujours élevé. Là, je peux demander une IRM ou bien l'adresser sur l'urologue. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. L'explication sur le rapport de PSA. Le rapport de PSA, ça veut dire que le PSA est entre 4 et 10 nanogrammes par millilitre. Là, on demande un petit peu le rapport PSA. Le PSA libre sur le rapport sur le PSA total doit être supérieur à 15%. Par contre, d'autres laboratoires peuvent considérer le rapport de norme normale quand le rapport est égal ou supérieur à 25%. Donc, et le rapport de PSA n'a d'intérêt que si le PSA est compris entre 4 et 10 nanogrammes par millilitre pour voir un petit peu, pour affiner un peu ce dosage du PSA. Une autre question, docteur Azet, au stade de cancer de prostate résistant à la castration, où la situation clinique sera grave, incurable, est-ce qu'on peut administrer des psychotropes ou bien toute une autre prise en charge psychologique? Donc, c'est une excellente question. Il faut un accompagnement chez ces patients. Un accompagnement psychologique, psychiatrique, de médecins généralistes, de neurologues, de l'oncologue et tout ça. Tout le monde doit, et surtout des médecins qui s'occupent un petit peu de traitement de la douleur, parce que c'est des patients qui passent des moments très difficiles de douleur, etc. Donc, ils auront une consultation antidouleur qui permet de les accompagner. L'effet psychologique très, très important. On sait que ce cancer de prostate et surtout l'hormonothérapie entraîne un petit peu de problèmes psychiques. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, chez le vieux qui a un cancer de prostate pas grave, c'est-à-dire qu'avec un faible risque, faible risque,
on ne met pas d'emblée, on fait de watchful waiting, c'est-à-dire on fait abstention, surveillance. Pourquoi? Pour éviter de donner de l'hormonothérapie, c'est cette hormonothérapie qui peut entraîner des troubles psychiques et psychologiques. Une autre question de nos confrères de PH de Terminal 7. Nous n'avons pas. C'est pas une question. C'est pas Ouais, une voilà, question. exactement. Écoutez, entre nous, on sait que l'administration prend toujours le dessus, mais معليش, vous avez la 4G ou là vous n'avez pas la 4G? Utilisez votre téléphone. اطلبوا العلم ولو Il y a une في autre الصين. question, madame. Oui, allez-y. Il y a une autre question qui parle de l'intervalle entre les deux PSA. Je laisse docteur Oudamar répondre à la question. En fait, on revient juste sur le taux du PSA. C'est un bilan qui, bon, c'est un marqueur de spécificité de la glande prostatique et pas du cancer de la prostate. C'est-à-dire un taux du PSA qui est élevé n'est pas exclusivement un cancer de la prostate, peut être autre chose. En ce qui concerne le rapport, il n'y a pas que le rapport. Généralement, il y a la densité du PSA, c'est-à-dire le PSA sur le volume de la prostate. Il y a aussi la villosité du PSA, c'est-à-dire l'augmentation du PSA par millilitre par an. Et aussi, il y a le taux de dédoublement du PSA. En ce qui concerne les taux du PSA, c'est-à-dire le premier taux du PSA, on doit s'assurer qu'il n'y a pas un autre facteur de risque d'élévation de ce taux du PSA. Et on demande après un nouveau taux. Merci, docteur Oudamar. Donc, j'ai une question. Autant que médecin généraliste, sachant que le dépistage est pluridisciplinaire, quel est le rôle des médecins libéraux dans ce dépistage, si vous voulez? Très important, hein, excusez-moi, que ce soit libéral ou dans le public, le rôle du médecin généraliste est très, 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 très important. C'est lui qui reçoit les premières consultations, c'est chez le médecin généraliste. S'il y a eu au moins de sensibilisation concernant ce dépistage, il faut dire aux patients, ce ne sont pas un dépistage de masse, mais un dépistage personnalisé, donc individuel, de lui dire il faut un toucher rectal, il faut faire un taux de PSA, c'est rien du tout, surtout s'il y a des patients, des parents qui ont des cancers de prostate, des pères, des grands-pères, des frères et tout ça. Et ça nous permet de récupérer pas mal de gens, de les traiter précocement, afin de récupérer et de donner plus de chances de guérison. Donc, votre rôle est très important, le rôle de médecin, soit dans l'hôpital ou bien en ville, c'est très, très, très important. C'est-à-dire qu'il faut le concours de tout le monde, de tous les médecins généralistes, etc. Mais le premier qui fait face à cette pathologie, c'est le médecin généraliste, hein, il faut le dire. Hein. Plus nombreux, vous êtes plus nombreux, une bonne répartition en ville ou à l'hôpital. Et c'est le premier contact entre le malade et le corps médical. Et c'est des gens vous êtes généralement, vous êtes généralement plus que médecins, des amis, des confidents, il y a beaucoup d'affinités avant d'arriver par rapport aux médecins spécialistes. C'est vrai, c'est une prise en charge pluridisciplinaire en-delà, une fois le diagnostic est posé, afin de donner le maximum de chance au patient pour lui montrer un petit peu pour ne pas le laisser le perdre et lui faire subir tout comment dirais-je, tous les circuits d'aller voir ce médecin, etc. Donc, de préférence, c'est pour ça que la RCPR est très importante. Donc, le médecin, il a été vu, envoyé sur l'urologue, vu par le médecin généraliste, envoyé sur l'urologue, il fait le diagnostic. Il faut l'opérer, il l'opère. S'il dépasse, il ne faut pas l'opérer, il va sur l'oncologue. Donc, cette RCP lui permet de préparer le terrain au patient pour qu'il ne soit pas perdu. Une autre question, c'est le cancer de la prostate et ostéophyte. Quelle est la place de la scintigraphie? Et comment la scintigraphie est très, très importante parce que c'est un cancer qui peut donner des métastases osseuses. En premier lieu, c'est pour ça que la scintigraphie, elle est très, très importante. Parfois, si on n'a pas parfois, ce qui nous permet
de voir un peu. Sinon, on n'arrive pas à retrouver, si par exemple, c'est des patients qui en font des PSA élevés, on fait une scintigraphie qui est négative, là, on fait appel à d'autres éléments d'imagerie, notamment au niveau de la médecine nucléaire, c'est le TEP à la colline ou le TEP PSA. Est-ce qu'on demande PSA total dans le cadre du dépistage? Mais bien sûr, il faut demander le PSA total. Après, on verra pour le PSA, pour le free PSA sur total PSA. Le rapport sera demandé après. Il coûte un peu plus cher. Donc, si on demande aux gens de faire le PSA total plus le PSA, le rapport PSA libre sur PSA total, il coûte un peu plus cher. Moi, personnellement, dans ma pratique courante, je demande un PSA total. Après, je vais voir s'il est élevé, etc. Donc, le risque avec un toucher rectal, j'arrive à discerner est-ce qu'il s'agit d'un cancer de prostate vivant. Sans ça, je le surveille avec un PSA total. S'il est entre 4 et 5, 4 et 10 nanogrammes par millilitre, là, je peux demander au patient de me faire un free PSA sur total PSA. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Madame Gougal, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, je suis en train de suivre. Apparemment, non. Il n'y a plus de questions. Ils ont tout compris, apparemment. Moi, je vois qu'il y a des généralistes en plus des urologues. Hein. Parce qu'on a envoyé aux urologues, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ça me fait plaisir d'entendre parler de privé. Ça nous permet au moins d'essayer d'introduire ça dans notre cerveau, privé-public, la même chose. Bien sûr, c'est normal. C'est très important. Concernant les formations continues, il n'y a aucune différence. Au contraire, il faut aller dans ce sens. Hein. Vous avez deux questions. On restera des étudiants éternellement et à vie. Surtout en médecine. Exactement, avec tout, je vous ai montré tout à l'heure toutes les nouvelles molécules et ça va vite, très vite au Mazel. Hein, Il y a une autre question qui est demandée. Il y a deux questions. Est-ce que, voilà, la place de l'échographie dans le dépistage? Échographie, aucune place. Aucune place. L'échographie, c'est l'échographie endorectale qu'on fait, je vous ai dit tout à l'heure, qui nous permet de faire des biopsies prostatiques. Parfois, on fait ce qu'on appelle la transposition des images radiographiques de l'IRM avec l'échographie, soit de façon cognitive, mais en utilisant un logiciel qui nous permet de mieux cibler la biopsie prostatique. C'est tout. Par contre, notre échographie abdominopelvienne nous permet de voir un petit peu la prostate, son volume, et nous donner un petit peu le retentissement, de voir un petit peu le rein, comment il sent, est-ce qu'il n'y a pas une hydronéphrose qui a été entraînée par cet obstacle qui est la prostate, et de demander aux patients d'aller uriner et de revenir, et refaire l'écho au niveau vésical, ce qu'on appelle le bladder scan. Donc, on fait une écho de voir un petit peu est-ce qu'il reste des urines après miction, ce qu'on appelle le résidu post-mictionnel. Juste pour ajuster le traitement, on a augmenté le traitement, ou bien changer le traitement si le premier traitement n'est pas efficace. Mais échographie dans le dépistage, voilà. Pour le dépistage du cancer de la prostate, il se résume sur 3 éléments. Premièrement, c'est l'interrogatoire. Deuxièmement, l'interrogatoire est très important à la recherche des facteurs de risque de ce cancer. Le deuxième, c'est un élément clinique, c'est le toucher rectal, un bon toucher rectal. Et le troisième élément, c'est le taux du PSA total. Donc ça, c'est les 3 éléments pour dépister un cancer de la prostate. Donc il n'y a pas de place effectivement pour l'échographie dans le dépistage de ce cancer. Donc il y a une question qui me pose une question. Est-ce qu'il existe un programme de lutte contre le cancer de prostate? Oui. Par contre, parmi les volets dans le programme dans le programme national de cancer de lutte contre le cancer, il y a le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer colorectal. Donc, ce cancer dans ce programme actuellement, malgré que la tumeur de vessie est très importante, probablement avec le concours de Mme Coogan, on va parler un peu de ce cancer de tumeur de vessie aussi, un jour, très important aussi, qui est relié avec l'intoxication tabagique. Très important, Inch'Allah.
Donc, il y a un truc qu'on est en train de faire, le dépistage de ce cancer, etc. Je vous dis franchement, pourquoi on fait le dépistage dans le cancer de prostate? Parce qu'on n'a pas de prévention primaire. Je ne peux pas dire à quelqu'un, vous n'avez pas un cancer, vous allez l'avoir. Ce n'est pas possible. On n'a pas de prévention primaire. Ce n'est pas comme dans le cancer du poumon ou la tumeur de vessie, où si le patient il est tabagique, je lui dis attention, vous risquez de faire, je peux lui dire, vous risquez de faire une tumeur de vessie, ou bien un cancer du poumon, ou un cancer du cava. Par contre, dans la prostate, on n'a pas de prévention primaire. Le seul moyen, donc, il faut faire un dépistage à partir de 50 ans, 55 ans, jusqu'à 69 ans. Ça, c'est décrit au moins une fois par an, un toucher rectal, un PSA total, une fois par an. Si tout va bien, il n'y a aucun problème. Là, c'est bon, le patient, on peut le revoir après. Et la prostate, on la traitera. S'il y a une hypertrophie prostatique, le patient présente une dysurie, c'est-à-dire difficulté à uriner, ou bien pour la curie, il se lève tôt. Là, on peut mettre un alpha bloquant, etc. Et vous avez tout un arsenal thérapeutique concernant le traitement des hypertrophies bénignes de prostate. Voilà. Bon, pour la deuxième question, j'espère que j'ai répondu. Donc, il y a un programme de lutte contre le cancer de prostate, de dépistage. C'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser tous les médecins généralistes de Roche, etc., pour aller aider et sensibiliser les gens à aller consulter et faire ce dépistage. Et il faut pas, et je le dis, je le répète toujours à tout le monde, à tous mes amis médecins, il faut oser faire le toucher rectal, il faut le faire. Je le dis, certains, je leur dis, si vous n'osez pas le faire, au moins envoyez-le pour qu'il soit fait par quelqu'un. C'est vrai, vous avez raison. Je les vois, quand on a fait la formation des urgences, les gens ont perdu cette habitude de faire le TR. Soit ils l'ont perdu, soit parce que c'est des gens qui n'ont pas été formés pour faire le toucher rectal, de différencier entre un toucher rectal normal et un toucher rectal anormal. Notamment, je parle de prostate. Hein. Et il faut qu'on fasse attention aussi, il ne faut pas oublier aussi le cancer du rectum aussi, qu'on peut détecter au toucher rectal. Ils vont le faire, le dépistage du cancer colorectal, je l'annonce, ils vont le faire le 31. Pour les, enfin, on a désigné les gastro pour les autres qui veulent assister. Hein. Voilà. Donc, concernant l'hormonothérapie. Concernant l'hormonothérapie, il y a beaucoup de choses quand on parle d'hormonothérapie. Les patients souffrent surtout des bouffées de chaleur, très importantes. Hein? Les bouffées de chaleur, c'est des patients qui présentent un petit peu ce flush normand, c'est comme les le deuxième élément, une répartition particulière de la graisse. Je trouve que le patient commence à développer un peu de la graisse au niveau des hanches, etc., et un petit peu au niveau des bras. La troisième possibilité, le troisième effet indésirable, c'est le plan psychique. Hein, les patients qui présentent un petit peu des fragilités psychiques, le moral un petit peu diminué, l'asthénie. L'autre effet indésirable, c'est l'ostéoporose pour l'hormonothérapie. C'est pour ça, parfois, il faut faire très, très attention. C'est des patients qui sont sous hormonothérapie risquent de faire ce qu'on appelle les fractures pathologiques, plutôt des fractures dues à cette ostéoporose, donc une petite chute de rien du tout, et il se casse. Voilà un peu, en grosso modo, une HTA, bien sûr, des œdèmes, ça dépend. Une déstabilisation du diabète, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quand même une surveillance du diabète avec une glycémie, etc. Ou bien parfois ajuster le traitement antidiabétique chez certains patients. C'est pour ça que nous, les urologues, quand on voit les patients qui ont cette comorbidité, on fait toujours un courrier à son médecin traitant, soit le cardiologue pour l'informer. L'informer, c'est concernant sa pathologie et la mise en place d'une hormonothérapie, et une lettre pour le diabète pour l'informer que ce patient est sous hormonothérapie. Bon, voilà à peu près
quelques effets indésirables de cette hormonothérapie. Madame Gauguin, les gens demandent est-ce que, s'il vous plaît, le cours, pardon, ou bien la présentation en PDF, si c'est possible. Donc, c'est à vous de répondre. Est-ce que vous transférez le cours, professeur, docteur? Manish. Alors, Lila, elle est devant vous? L'informaticienne, elle est là-bas? Je vais l'appeler. On va l'appeler. J'arrête pas de l'appeler, j'arrive pas à la joindre. Je vais l'appeler au téléphone en internet. ولد عمار روح الفيشي يا اخي دخلتو في الاورديناتور تاعهم ولا تاعكم فلاش ديسك فلاش ديسك روح الفيشي من تحت وين انفوايي في لو شات كاين فيشي كاين بلوس ايه بعتي لهم لا كومونيكاسيون تعيشي ما نبعتيها لي Quels sont les risques de la biopsie prostatique? En ce qui concerne la biopsie prostatique, c'est un geste qui est quand même invasif parfois. Il faut demander c'est-à-dire à l'interrogatoire, il faut chercher quelques symptômes d'une infection urinaire, par exemple une fièvre dans les jours qui précèdent la biopsie prostatique ou une infection urinaire symptomatique, par exemple une cholactérie ou des autres. Aussi, il faut faire attention, parfois c'est un problème de la crasse sanguine, donc il faut demander parfois un bilan de crasse, un PP, surtout chez les patients qui ont une suspicion d'un problème de ce genre. Troisièmement, donc, il y a aussi une préparation qu'on doit la respecter avant de faire une biopsie prostatique, c'est-à-dire une couverture avec des antibiotiques 48 heures avant, du citronant et parfois aussi du flageolet, et aussi un bon lavement rectal pour faire une biopsie prostatique dans de bonnes conditions. Pour les complications de la biopsie prostatique, donc, la complication la plus fréquente généralement, c'est la prostatite post-biopsie. Une élévation de la fièvre, parfois aussi un syndrome infectieux dans les jours qui suivent la biopsie prostatique. Parfois aussi, il y a une hémospermie, c'est-à-dire le sang dans le sperme, il y a des hématuries, parfois des rectorragies. Généralement aussi, parfois il y a une aggravation de la symptomatologie urinaire. Par exemple, les malades ils se lèvent 2-3 fois par nuit. Et quand on fait la biopsie prostatique, il y a une exagération de la symptomatologie du bas appareil urinaire et il va se lever 3-4 fois par nuit. Donc généralement, c'est les complications les plus qu'on les voit souvent. نعطيك la main. Ok. نستناي. Alors. أنا اديتها لك ها. ذات ما تروح لكش برك.
Docteur Chaïb Nassera, il ne se passe rien du tout. C'est juste qu'on essaie de vous transférer la communication. Entre-temps, le professeur, il est en train d'apporter des réponses. HBP nécessite-t-elle toujours un traitement? Professeur, HBP nécessite-t-elle toujours un traitement? Comment? Il y a une question. Oui. Ah, est-ce que les l'hypertrophie bénigne de prostate, l'hyperplasie bénigne de prostate, ça dépend des patients. Hein. Parfois, il y a certains patients qui ont il a une hyperplasie bénigne de prostate, mais qui présentent une petite symptomatologie. Donc, il se lève rarement, une fois par nuit. Parfois, juste des règles hygiéno-diététiques suffisent. Il de prendre des piquants, tout ce qui est acide. Quand il a envie d'uriner, il faut qu'il parte uriner. Il ne peut pas se dire, voilà, je suis, comment dirais je suis alimenté, etc. Donc, il garde des urines un peu plus qu'il faut et tout ça. Donc, je demande aux patients de boire correctement, de diminuer un petit peu le soir, de diminuer un petit peu de boire et tout ça. Et voilà, c'est tout. Par contre, si par exemple il n'y a pas une dysurie importante, il fait difficilement, il se lève fréquemment, il a de l'urgenturie, ça veut dire qu'il a des. Il a ça veut dire il est très gêné. Et quand il rentre aux toilettes, et quand il est dehors, il est très très gêné. Ce qu'on appelle l'urgenturie. Il faut qu'il urine sans ça, il va salir son pantalon, ses vêtements. Là, c'est des gens qu'on doit traiter. Hein. Il faut les traiter. Et c'est tous les gens qui vont aux toilettes, après quand ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas vidé correctement la vessie. Voilà, un petit peu sur le plan clinique. Hein. Après, ça restera une échographie qui va nous permettre de faire un peu, voir un peu, est-ce qu'il reste des résidus post-mixtionnels ou non. Et il faut opérer les patients, il faut toujours explorer une hypertrophie de prostate quand le patient fait une hématurie, c'est-à-dire il y a du sang dans les urines, il ne faut pas se dire non, c'est un adénome, non, c'est une infection. Non, non, non. Il faut explorer, voir un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas une tumeur de vessie associée aussi. Hein. Attention, il y a une tumeur du rein qui est saignée, une tumeur de la voie excrétrice. Donc là, moi je dis toujours, et je le répète, que l'hématurie est une urgence diagnostique. Il faut qu'on pose le diagnostic. Voilà, je ne sais pas si c'est répondu à la question. Je pense que là, on est à la fin, non? Ça va, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il reste... Ils ont eu leur communication. Les communications, ils les ont eues. Moi, j'ai téléchargé. Maintenant, eux, voilà, je vous laisse donner le dernier mot. Professeur, docteur. Professeur Ben Aqila. Oui, madame, bien, merci de nous avoir permis de transmettre un peu connaissances un peu actuelles et recommandations concernant le cancer de prostate. Je remercie tous les participants sur le territoire national. Je leur dis s'il y a des questions, ou bien s'il y a des sujets qui vous préoccupent concernant l'urologie, on est à votre disposition, bien sûr, pour vous transmettre leurs doléances à vous, Madame Gougen. Et après, avec le docteur Ammar, on trouvera le moyen de préparer quelque chose. À chaque fois, on va essayer de préparer des choses surtout pratiques concernant les prises en charge de ces patients. Quel est le thème qui vous tient à cœur pour la prochaine fois? Je ne sais pas, c'est à eux de Moi, j'ai mis ce que vous m'avez donné, je m'ai mis technique opératoire angiome ganglionnaire obstructif. On le garde ou on le remplace? Madame Bouga,
نعم. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter le thème? C'est quoi? انت اللي كتبته لي. Rappelez-le. Technique opératoire, angiome ganglionnaire obstructif. Angiome ganglionnaire? Ah non. C'est pas notre spécialité, l'angiome. ما شكون اللي داره لي؟ L'angiome, اسمح لي c'est écrit neuro. Parce que جبت le planning. C'est écrit neuro. اسمح لي. Je me suis trompée. Vous avez parlé de cancer de la vessie. Cancer de la vessie, on a parlé aussi la fois passée d'hyperactivité vésicale, de l'incontinence urinaire. Oui, l'incontinence urinaire, elle reste un problème. De toute Dysfonction, façon, dysfonction érectile, l'infertilité. Chauffe, on reste en contact. Et je pense, selon tes explications de Mme Boutin, je pense que même l'hypertrophie bénigne de la prostate a sa place. Oui, elle a sa place, bien sûr qu'elle a sa place. On a même de la prostate, non, comme une terme. Ah, d'accord. Écoutez, je préfère ماشي هكذا en live réfléchir. نخليكم ليك نتايا ou le professeur vous essayez de voir qu'est-ce qui est pertinent de le faire. Vous me l'envoyez, vous donnez vos dates. Pas pour le mois de juin, parce que le mois de juin, je suis prise. Et on continuera ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience. يعطيكم الصحة كي médiocre, mais bon. Merci. يعطيك الصحة l'équipe. Lila, merci. Au revoir.